pas forcément le plus simple d'intervenir juste après cette brillante présentation et je remercie, ceci dit, et les organisateurs de m'y avoir invité et Alexis Gousdel d'avoir terminé sur l'altérité parce que ça me permettra de faire un lien direct. Et je vais essayer de le faire mentir au moins sur un point, puisqu'il a dit que une image pouvait être mieux qu'un long discours. Je vais non pas essayer de faire un long discours, mais je vous sèvrerai d'images. Il n'y aura pas d'image et donc pas fait de PowerPoint. Le texte que j'ai écrit, je l'ai aussi écrit un peu en dialogue avec Martin Deduve, qui m'a... Je lui disais, écoute, je ne sais pas où est-ce que j'arrive, donc voilà, il m'a aidé à faire le tri. Et il se situe dans le prolongement d'une réflexion plus personnelle, mais qui a été notamment beaucoup développée ces derniers mois par une fédération que j'ai longtemps présidée, la Fédération Addiction, et on vient de terminer un grand colloque à Paris en mai sur l'homme augmenté, dont le sous-titre était Changeons de paradigme. Donc ça montre un peu qu'il y a des convergences et des convergences qui sont fortes. Voilà. Alors Martin m'avait dit c'est une question de prospective. Comme j'aime bien jouer avec les mots, pour ceux qui aiment la bande dessinée, roman, j'avais intitulé cette présentation L'addiction du futur. Si vous voyez à quel livre je fais allusion, L'Arabe du futur, qui remporte un succès mérité en France. Et puisqu'il s'agit d'une question de prospective, je vais donc poser quelques jalons historiques. Donc ça a été dit, je suis un clinicien et je fais partie de cette race de cliniciens qui n'a pas appris l'addictologie à l'université. Vous avez devant vous un pur usurpateur puisque je ne suis pas titré en addictologie. Mon côté rebelle fait que je n'ai même pas régularisé ma situation. Elle ne s'y enseignait pas. Les grands débats actuels que l'on a n'intéressaient pas grand monde. Le cannabis n'était pas le problème de santé publique qu'il est devenu aujourd'hui pour les adolescents quand on écoute un certain nombre de chiffres que vous évoquez. Le binge drinking, l'hyperalcoolisation des jeunes, n'en parlons pas, ça n'existait pas, c'était même pas chiffré, même pas reconnu dans les enquêtes. Quant aux écrans qui ont mobilisé plusieurs séances ici, je fais partie de cette génération pour lequel le vieux tube cathodique commençait à peine à être brandi comme terrible concurrence et menace de ce merveilleux repas familial qui ne pouvait être, lui, que idyllique. Or, aujourd'hui, quand on examine ces trois objets, on entend parler d'épidémie, on entend parler de déferlante, on entend même parler parfois de tsunami, c'est très à la mode. Or, ces expressions n'aident pas du tout à réfléchir ces questions parce que, et vous l'avez indirectement rappelé, la diffusion de ces comportements ne répond ni au modèle de la contamination bactérienne, ça c'est autre chose, ou virale, ni à celui de la catastrophe climatique, c'est aussi autre chose. Et même si la catastrophe climatique, si on en croit le climat d'aujourd'hui, peut nous menacer vraiment. La diffusion de ces comportements résulte d'une rencontre. Alors vous évoquiez le vieux triangle d'Olive, je ne le prendrai pas tout à fait ce mode-là, mais quand même, il y a l'humain et il y a des objets. Et ces objets vont avoir des qualités ou des performances plus ou moins variables et vont nous être présentés dans un contexte social plus ou moins propice. Et donc, effectivement, s'intéresser à cette rencontre aiderait mieux à construire un usage équilibré, régulé, que l'on est quelques-uns à souhaiter, plutôt que les prohibitions stériles dont on a vu l'échec, ou certaines technophobies qu'on voit apparaître avec il faudrait éliminer tel ou tel objet qui serait en lui-même dangereux. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce forum Addiction et Société, je vais essayer de parcourir un peu quelques-uns de ces points. Le deuxième point que je voulais vous proposer, c'est donc de commencer à regarder qu'est-ce qui se joue du côté des objets. Alors, je vais le faire très vite, je vais le faire à la serpe, mais les premiers objets, il y a très très longtemps, ont répondu à nos besoins. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'on les a améliorés, ils ont ouvert de plus en plus d'accès, de plus en plus direct, de plus en plus rapide, à des paradis artificiels de plus en plus divers. En gros, la technologie a permis de multiplier les accès. Et l'évolution sociale, le fait qu'on est sorti d'un certain nombre d'interdits religieux, qu'on a ouvert l'époque des Lumières, a permis de dire, et en plus, on a le droit d'aller vers ces plaisirs-là, vers ces plaisirs-là, vers ces plaisirs-là. Et aujourd'hui, les objets actuels nous posent une question, c'était le débat sur l'homme augmenté.
toujours en jouant sur ce même circuit de la récompense. De ce côté-là, ça n'a pas changé. Hein. Mais il nous demande comment, il nous propose de nous apporter l'infini des possibles. Et ça, c'est une vraie question. L'infini des possibles, hein, que nous promet l'intelligence artificielle. Et ils viennent se mettre au service de cette vieille pulsion de dépassement et d'augmentation des pouvoirs qui est ancrée dans l'humain. Voilà. On a tous envie de faire mieux, à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, se faire mieux, nous pouvons le connecter directement sur un démultiplicateur des possibles, qui est l'intelligence artificielle. Et du coup, la notion d'une utilisation équilibrée va encore moins de soi qu'elle ne pouvait aller avec certains vieux objets. Ainsi qu'en témoigne, alors on peut s'amuser à, je propose de ne pas tout de suite décrocher de mon intervention et d'essayer de suivre le parallèle que je vais faire avec le scénario prométhéen. Prométhée, vous connaissez l'histoire, sous-doté par la nature, ce malheureux humain va, pour rattraper son retard, s'emparer du feu. C'est quand même une connerie, le feu. C'est un des objets de destruction absolue. Mais c'est aussi un objet de plaisir. Ça va nous permettre de cuire les aliments, de nous réchauffer. Et symboliquement, cet humain va réussir par l'éducation à s'emparer du feu et à le mettre au milieu du fameux foyer familial. Le feu va devenir le centre de gravité, alors que c'est l'objet de destruction absolue. Et dès l'origine, on a cette petite idée qu'il ne faudrait peut-être pas perdre de vue aujourd'hui, que c'est objets et éducation qui vont servir à nous faire avancer dans ce désir d'augmentation, dans ce désir d'amélioration. Et que c'est peut-être l'équilibre éducation-objet qui nous apportera cette augmentation équilibrée. Alors, bien sûr, au début, ça a été bien contenu par les interdits religieux et les limites naturelles. La révolution scientifique du XVIIe, la révolution philosophique des Lumières du XVIIIe ont émancipé ce désir d'augmentation. On avait le droit d'aller plus loin, plus fort, plus vite. Hein, on s'ouvrait des pistes. Elle a bénéficié aujourd'hui de tout le branchement sur les technosciences en cette début du XXIe siècle, de la cybernétique, de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle, du big data. Et je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce livre très intéressant de Nicolas Ledevedec, ce qu'il appelle la société de l'amélioration, qui décrit une partie du monde qui est en train de naître, où la médecine ne cherche pas uniquement à soigner, mais à optimiser un certain nombre de capacités humaines, et une partie de la médecine assume cette mission d'optimisation de l'humain et pas uniquement de curatif, ce qui est un changement très fort, où l'expérimentation des substances se généralise. Vous évoquiez l'arrivée des NPS, et on voit dans ce courant-là des personnes qui cherchent à inventer des substances qui seraient encore plus performantes, mais moins dangereuses. Tout le débat sur les nootropes, tout le débat sur une partie des Legal Light, le petit truc qui avait à un moment excité une micro-communauté sur le rythme binaural. Je ne sais pas si vous avez parti à cette communauté qui, pendant quelques temps, essayait de voir si le rythme binaural... Et puis, tout ce qui se fait aujourd'hui autour de la neurostimulation, on va vers une époque où ce ne sera plus peut-être le paradigme chimique qui fera les modifications de la conscience, mais ce sera de nouveaux paradigmes. Donc, ces objets substances, ils n'ont cessé d'évoluer depuis le fameux feu de Prométhée. Et ça nous rappelle que ce sont des objets, mais pas tout à fait comme les autres, de par cette capacité qu'ils ont à nous augmenter. Et c'est ça qui devrait nous faire réfléchir. L'alcool, ce vieil ami de beaucoup de nos civilisations qui nous a apporté l'euphorie, l'ivresse, maintenant est connu pour ses effets négatifs, y compris pour la santé, bêtement, le cancer, mais la violence, enfin tous les paramètres. On a documenté maintenant le piège qu'était l'alcool. Les écrans, j'en redirai pas un mot, mais voilà, la captation de l'attention par les écrans, alors que on sait que ce sont aussi de formidables fenêtres ouvertes sur le monde. Et ces objets nous rappellent cette confrontation permanente à ce qu'on appelle l'ubiquité des objets d'addiction. Et là, c'est intéressant de garder la mémoire, de se dire que finalement, si le paradigme doit être nouveau, si les pratiques doivent être nouvelles, le problème, lui, n'est pas nouveau. Et qu'on a intérêt à se rappeler que ce problème n'est pas nouveau. Ces objets d'addiction sont depuis la nuit des temps à la fois poison et médicament. Et il nous pose cette question, jusqu'où peut-on jouer l'augmentation-amélioration? Jusqu'où peut-on, pour reprendre cette expression de ce chanteur français que j'aime beaucoup, Bachung, faire durer les moments doux? Pour que durent les moments doux, c'est un sacré défi.
Les objets drogues nous aident à dépasser nos limites temporo-spatiales. C'est extraordinaire, mais c'est dangereux. Elles nous aident à modifier nos capacités attentionnelles. C'est extraordinaire, mais de fait, ça peut être dangereux. Et elles nous aident parfois à sortir des paradoxes de notre complexité. C'est ce qui fait qu'on se sent bien, parce que pendant un moment, on n'a plus de problème. C'est extraordinaire, c'est un pouvoir merveilleux, mais c'est un pouvoir dangereux. À chaque fois, nous avons le risque d'en perdre le contrôle et d'en abuser. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait aussi prévoir qu'on ne peut pas, quelles que soient les régulations économiques et politiques, y aller sans une modification de l'éducation et de la réduction des risques. Et des programmes éducatifs et des programmes de réduction des risques qui doivent accompagner. En gros, et ce sera ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement dans les 3 points qui suivent, les 4 points qui suivent, pourrions-nous apprendre à faire la part des écrans, la part des objets, comme nous avons quand même globalement appris à faire la part du feu? Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ça? Alors, après avoir vu vite fait les objets, qu'est-ce qu'on peut voir du côté du cadre de la rencontre aujourd'hui? Alors, le pouvoir de dépassement, qui est à la fois ce qui nous séduit et ce qui est dangereux de ces objets d'addiction, ce pouvoir de dépassement, il est aujourd'hui, et là vous m'excuserez de ce discours un peu politique, mais c'est aussi la liberté d'un intervenant, il est aujourd'hui asservi, capté par une économie et un marché qui font mine d'oublier justement que ces substances, que ces marchandises ne sont pas des marchandises comme les autres. On voudrait en faire des marchandises comme les autres, qu'on vend comme les autres, sans plus de précautions, alors que ces objets méritent un statut de marchandise, et non pas de produit illicite, mais un statut de marchandise sur un marché peut-être spécifique, mieux régulé. Depuis 20 ans, l'épidémiologie confirme que c'est entre la fin des années collège et le début des années lycée que se font les expérimentations. Sur un plan relationnel, on le sait, cette période, c'est celle des transformations pubertaires et de la prise d'autonomie dans le monde adulte. Petite pique au passage, en France aujourd'hui, comme on a découvert les neurosciences, on résume l'adolescence à la perte de contrôle qui a lieu pendant les neurosciences. Chose importante. Mais la perte de contrôle qui a lieu pendant l'adolescence n'a pas supprimé la problématique pubertaire et n'a pas supprimé la prise d'autonomie. Donc rajoutons les choses, mais ne sombrons pas dans les modes qui font qu'une nouveauté scientifique chasse les autres et ferait que l'adolescence, ce serait juste un être qui a perdu le contrôle parce que le contrôle frontal n'est pas encore mis en place. Donc il y a ces trois points. Et du coup, dans ce moment compliqué, on pourrait espérer que le cadre social, lui, serait un cadre contenant pour rencontrer ces objets. C'est au moment où l'humain est le plus fragile qu'il va rencontrer les objets dans notre société. C'est ce paradoxe qu'on a réussi. Or, le cadre, et c'est une petite proposition que je vous fais pour ceux qui ne la connaissent pas, aujourd'hui, non seulement il n'est pas contenant, mais au contraire, il est incitatif. Nous vivons dans une société dont le cadre est fondamentalement addictogène pour 4 raisons. Le premier, nous avons eu une mutation des institutions et des rituels sociaux, ce qui faisait que nous étions dans des communautés. Ce sont ces rituels sociaux, ces institutions qui construisent le lien social et qui régulent les comportements individuels. Or, l'affaiblissement de ces cadres géographiques dans une société qui se veut une société de la mobilité a mis à mal toutes nos ancrages traditionnels, le lien au territoire, le lien au village, ses appartenances naturelles. La transformation des cadres culturels et moraux a impacté l'école, l'entreprise, la justice, la santé, l'armée. C'est assez fascinant. Chacune de ces institutions a vécu une crise majeure dans les 30 années qui viennent de se passer. Le cadre familial lui-même a subi une évolution de la transmission des savoirs, contestée par cette transmission horizontale des réseaux sociaux. Vous comprenez bien, et je ne vous fais pas un discours nostalgique du c'était mieux avant, mais de dire aujourd'hui, l'éducation doit tenir compte du fait que ces mécanismes d'appartenance ne sont plus les mêmes et qu'il faut apporter cette sécurité. Sinon, c'est de l'anxiété, et l'anxiété, les drogues, depuis très longtemps, savent quasi magiquement y répondre. L'autre solution d'y répondre, c'est les intégrismes politiques ou religieux, et de ces côtés, on en prend plein la gueule en ce moment. Le deuxième point, c'est la primauté d'une culture de l'intensité et de l'accès immédiat à l'objet du désir. Vivre fort,
vivre intensément, s'arracher. C'est un rêve de tout adolescent, c'est un rêve de tout humain. Et aujourd'hui, cette quête du plaisir est industrialisée au profit de quelques grandes entreprises. Alors, je suis obligé de le dire de façon rapide et un peu cash, hein, mais si j'avais le temps de vous l'argumenter ou si vous m'aviez donné un autre moment dans un autre lieu, j'aurais pu vous l'argumenter. Aujourd'hui, nous avons un très beau livre d'Yves Michaud qui s'appelle L'industrialisation du plaisir. La plupart du plaisir a derrière un tiroir-caisse qui relève la monnaie à la fin et elle relève consciencieusement la monnaie. Donc tout va plus vite, plus fort dans le cinéma, dans le sport, dans la culture, mais tout se paye et au profit d'une industrie qui, elle, ne rend pas beaucoup. Le troisième point, nous sommes dans une injonction d'hyper-performance. Il faut être le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus jeune. Cette culture a gagné même le monde de l'entreprise, où les solidarités collectives dans le monde du travail sont remplacées par une espèce de compétition et d'angoisse sur le fond parfois de chômage ou de licenciement. Et ça a ouvert une troisième porte d'entrée pour la consommation de produits. La première, c'est l'anxiété. La deuxième, c'est l'hédonisme. La troisième, c'est le dopage. Hein. Être le meilleur, être le plus fort. Et le quatrième point, Bruxelles comme Paris, comme toutes nos grandes capitales, sont confrontés à la question des migrations, hein, et à la question de la crise mondiale, hein, et du partage des richesses. Et les drogues ont toujours eu un lien avec les exclusions. Il y a toujours eu un public, entre guillemets, de la rue qui consomme des drogues et un autre de la rue qui bénéficie du marché parallèle des drogues. Voilà. Donc la prohibition sur ce sujet-là, elle a échoué, elle n'a apporté aucune régulation. L'hyper-commercialisation de certaines substances a échoué, n'a apporté aucune régulation. Et au contraire, on est dans une société où des deux côtés de la frontière, le marché illégal comme le marché légal, ça marche très très bien, beaucoup trop bien. Le quatrième point que je voulais vous donner, pour continuer d'avancer dans mon raisonnement, c'est que cette transformation de nos sociétés, associée à la multiplication donc, technique d'objets drogues, toujours plus performants, effectivement, rejoint votre appel à changer de paradigme, à penser autrement. Et ce changement de paradigme, pour moi, il devrait mettre en première place la réduction des risques, ce qu'on appelle l'intervention précoce aussi, au centre de l'action, beaucoup plus que l'actuel binôme où on soigne d'un côté, de mieux en mieux, mais on ne fait que soigner, et on pénalise de l'autre côté, de plus en plus sévèrement, mais d'une façon peu efficace. La question reste quand même de préserver le libre arbitre de chacun. Or, le libre arbitre ne l'a pas été préservé par cette prohibition qui a placé les produits dans les mains des mafias, qui nous oblige à une répression d'autant plus vaine et violente qu'elle prend à contre-pied en plus une culture qui incite à l'hyperusage. Et de même, le libre arbitre n'est pas préservé par un marché. J'ai rien contre le marché, mais le marché tel qu'il est aujourd'hui, soumis à l'influence des lobbies et qui fait porter, comme par hasard, l'essentiel du contrôle à l'individu, alors qu'on n'ose pas demander quelques règles aux grandes entreprises ou aux responsables du commerce, et multiplie en fait les opportunités de devenir malade en exposant en premier les plus vulnérables à ce risque. Pour sortir de ce paradoxe, le but c'est quand même d'essayer de mettre un sens précis au mot régulation. Moi, je vous propose, on est quelques-uns à vous proposer une régulation en 4 axes. Le premier, bien évidemment, c'est celui de l'information. Ces nouvelles technologies sont merveilleuses. On peut diffuser en direct l'information. Ne nous en privons pas. Plus on diffusera de l'information, plus elle sera validée, plus elle sera honnête, plus elle parlera à la fois des avantages et des inconvénients des drogues, plus le public concerné saura vers quoi il va, alors qu'aujourd'hui, on est dans une information qui est tronquée ou qui est faussement aseptisée pour être reçue et qui, du coup, qui est retraitée par le biais d'un certain nombre de fake news. Le deuxième, c'est oser la régulation du marché. Ça paraît tout con, c'est un débat politique qu'il faudra qu'on ait un jour. Hein. Oser la régulation de l'accès. Il faut une production raisonnée pour une consommation raisonnable. Il n'y a pas de consommation raisonnable sans production raisonnée. Il faut oser se le dire. Il faut un marché régulé pour un accès régulé à ces marchandises à risque que sont les objets d'addiction. Ça veut dire effectivement limiter la publicité, le sponsoring, le prix minimum, les politiques des taxes, le paquet neutre, tout ce qu'on peut entendre les uns et les autres. La notion, il y a une notion économique qui est intéressante, qui est défendue par certains économiques, la notion de marché réservé peut y contribuer, pour peu que nos gouvernements osent affronter l'avidité financière sans limite de certains
car effectivement, la régulation du marché ne se fera pas la régulation des drogues ne se fera pas sans régulation et sans restriction du marché. Les règles et les limites, qui sont souvent peu efficaces pour changer les comportements individuels, seraient quand même beaucoup plus efficaces pour cadrer une partie de la distribution actuelle de ces produits et de la publicité. Le quatrième point, après l'information, le troisième point, après la régulation de l'accès, le troisième point, c'est l'éducation. Il faut repenser l'éducation préventive. Aujourd'hui, une partie de l'éducation consiste à donner tout de suite le goût de l'objet. Or, toute une partie de l'éducation serait de ne pas donner tout de suite le goût de l'objet et de permettre ces fameuses compétences psychosociales qui nous permettent d'abord d'apprendre à ressentir, à sentir nos compétences, à nous mettre en lien avec l'autre. Bon, je ne suis pas là pour vous faire un topo sur les compétences psychosociales, mais il y a eu des travaux, il y a eu des études, et c'est tout à fait passionnant. Ne nous laissons pas vendre une éducation qui serait une éducation à l'objet, et continuons de tenter de défendre une éducation qui est la fabrication de l'humain et le développement de ses compétences pour ensuite se servir de l'objet. Et là, on a un vrai challenge politique à faire passer par rapport à un certain nombre d'intérêts. Le dernier point, c'est d'avoir des stratégies d'intervention précoce et de réduction des risques. Quels que soient les trois premiers points, il y a toujours des personnes qui expérimenteront. Elles se mettront toujours en danger. Et il est normal qu'on ait pour but d'intervenir le plus tôt possible dans cette trajectoire de mise en danger, plutôt d'attendre une nouvelle fois l'interpellation ou le stade de la maladie. Voilà. Donc ces 4 points permettrait d'ouvrir un débat concret, non pas sur un principe de régulation, mais sur une politique de régulation avec un certain nombre de conséquences que chacun, le slogan c'est tous concernés, que chacun, dans la diversité de nos métiers, on pourrait avoir. Le 5e point de ce changement de paradigme, alors ça va rejoindre une partie de ce que disait Martin en me présentant, je ne peux pas vous le détailler les cas. Donc dans le 5e point, je vais en visiter un, sachant en plus qu'on se retrouve après avec le Chemsec. Donc je me disais en m'amusant, on va regarder un peu 2 situations sur 2 univers assez différents. Hein. Le 5e point, pour compléter la présentation sur le Chemsex et sur la RDR, ce serait par exemple qu'est-ce qui se joue avec les familles au moment où on se rend compte qu'un adolescent consomme. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là ? Intervenir. Et ce sera un exemple de ces changements de pratique que je souhaite. Que ce soit pour l'alcool, le cannabis ou le tabac ou pour les écrans, la découverte d'un comportement d'usage, c'est souvent un choc pour les parents. Ils vont alors mécaniquement énumérer les risques à court ou long terme, le catalogue qu'ils ont appris des effets nocifs de telle ou telle drogue, les conséquences sur le corps, le sommeil, l'alimentation, l'attention, la scolarité. Cet accent mis sur les conséquences négatives et les effets négatifs dans le futur, elle se révèle souvent très efficace pour le jeune enfant, la petite enfance. Mais elle mobilise généralement de façon beaucoup moins efficace au moment de l'adolescence. Parce que l'adolescent, il est lui centré sur le présent et sur ce qu'il veut vivre au présent, sur les effets attendus par le produit aujourd'hui, recherche d'image de soi, sensations fortes, euphorie, désinhibition, intégration groupale, il boit, il fume, il est comme les autres, et ça lui fait du bien, pour n'en citer que quelques-uns. L'interdit parental, dès lors, ne pèse plus autant, et le sentiment d'impuissance qui en résulte alimente une boucle provocation-réaction qui est souvent aussi stérile qu'épuisante. L'idée donnée par les professionnels du haut de leur tribune, maintenez le dialogue et mettez un cadre, recommandée donc généreusement, elle est très belle, elle fait une très belle formule, mais à ce moment-là, elle est très difficile à mettre en œuvre. Face à ces difficultés, les familles sont souvent très nombreuses à attendre une approche qui serait plus collaborative, qui serait fondée sur la communication et qui les aiderait, elles, au concret. Et cela donne tout son intérêt à des outils qu'on appelle des outils psychoéducatifs qui vont associer une action pédagogique, une action psychologique et une action comportementale. Je vais le faire très rapidement. Cette approche psychoéducative redonne une place aux parents tout en favorisant la relance de l'autonomisation de l'adolescent. Parce que le but, c'est pas juste qu'il arrête de fumer ou de boire en le mettant sous une cloche à fromage et en attendant les 90 ans pour qu'il meure en étant resté sous sa cloche à fromage. Il n'aura rien touché, mais il n'aura rien vécu. Le but, c'est qu'il puisse reprendre son autonomie. Donc on va réouvrir la porte. Et donc, du coup, cette approche psychoéducative, elle va permettre de prendre le risque de rouvrir l'autonomie de l'adolescent,
là où l'usage régulier était venu se substituer. Il va permettre une démarche de réduction des risques et de soutien. Il va permettre de placer au mieux le curseur entre protection et autonomie. Petite vignette. Sur le versant pédagogique des connaissances sur l'usage, les raisons de l'usage, on va pouvoir échanger. Et on va pouvoir, du coup, aider les familles à se défocaliser du « c'est dangereux » et leur permettre de comprendre les effets positifs. Et ça, pour elles, c'est une découverte. Comprendre ce que l'adolescent trouve de positif dans le produit, c'est pas faire l'éloge du produit, c'est leur permettre de se remettre en lien avec cet adolescent. Leur permettre peu à peu d'accepter la fonction solution de l'usage qui va leur permettre de renouer le contact avec l'adolescent. Le deuxième point, c'est l'écoute psychologique. Oui, ça cogne quand on est parent de se rendre compte que son adolescent fait quelque chose qu'on pensait qu'il ne ferait pas. Ça nous demande de faire le deuil de l'enfant idéal qu'il était. Ça nous demande de faire le deuil du parent idéal qu'on était. Ça nous demande parfois d'aller retrouver quelle part de nous il est allé interpréter que parfois même on avait oublié. Quelle part de nous il est allé réveiller en nous à ce moment-là parce que lui l'avait capté dans ses années d'éducation. Et là, il faut une écoute un peu psychologique. Et puis le troisième point, c'est la dimension comportementale, c'est parfois la plus complexe. Elle répond à l'attente des parents qu'on soit capable de s'impliquer. Il faut dans ces moments-là pouvoir accompagner le parent, c'est-à-dire se mettre à côté de lui, marcher à côté de lui. C'est toutes ces fameuses questions que les psys n'aiment pas. Est-ce que je le laisse sortir le week-end prochain? Est-ce que je lui donne de l'argent de poche? Est-ce que je le mets dans le lycée A ou le lycée B? Et la capacité à s'impliquer concrètement dans cette prise de décision va être important aussi pour les familles. Ainsi structuré, l'accompagnement psychoéducatif permet donc de regarder les consommations non plus simplement sous l'angle du danger absolu, mais comme un risque, oui, mais un risque progressif au regard de ses conséquences à court, moyen ou long terme. Ça redonne du pouvoir d'agir aux parents, ça renforce le rôle de l'ensemble des éducateurs, tout en permettant une diversification des réponses qui en atténue l'impact. L'adolescent n'est plus seul avec les effets du produit dans une recherche de plaisir, de performance ou d'intégration sociale, qu'il aurait confié uniquement aux objets, que ce soit les drogues ou les écrans. Pour le dire autrement et de façon plus cash, ça ne sert à rien d'appeler à un changement de paradigme sans oser assumer un changement de nos pratiques professionnelles, et en commençant en premier par les nôtres. Et c'est pour moi un trajet que j'ai fait du psychanalyste très classique dans son bureau attendant la demande au psychothérapeute que je suis devenu accompagnant les familles et osant effectivement se mettre dans la main dans le cambouis sur un certain nombre de décisions que l'on va coprendre avec eux, avec l'adolescent, dans ces arbitrages permanents. Et c'est ce travail-là qui sera aussi un vrai changement de paradigme, parce que nous aurons changé aussi nos métiers, et pas simplement demander aux autres de changer leur façon de faire. Le sixième et pratiquement dernier point, c'est un peu la partie philosophique. Je la ferai, si tu veux, je la saute. Voilà, je vais faire vite. En s'extirpant, je me connais, je le connais, d'un face-à-face exclusif avec le produit, cet usager adulte ou adolescent retrouve d'autres alternatives pour atteindre le plaisir, pour soulager sa souffrance, pour augmenter ses performances. Alors cette diversification, plus c'est diversifié, plus c'est modéré. C'est un truc tout con, mais plus vos plaisirs sont variés, moins un seul plaisir unique est excessif. Et cette diversification, en facilitant la modération, elle nous amène à un concept qui pourrait être aidant par rapport à l'addiction du futur. La modération, elle a mauvaise réputation dans notre secteur. Elle a été confisquée par l'industrie de l'alcool dans sa volonté de se réserver ce que les communicants appellent un packaging sémantique inclusif et bienveillant. C'est l'industrie de l'alcool qui parle de modération. C'est l'industrie de l'alcool qui parle de dégustation. C'est l'industrie de l'alcool qui parle de consommation responsable. C'est l'industrie de l'alcool qui parle de plaisir qui se partage. La modération, pourtant, c'est un super mot de la langue française qui participe à l'équilibre, et c'est un super concept, qui participe à l'équilibre de la vie, qui veut voyager loin, ménage sa monture, disait-on autrefois. Or, la modération, elle ne nous est pas donnée. Elle se construit au long de l'éducation et au long des étapes de cette formation de l'humain.
La modération, c'est d'abord un art de l'équilibre, représenté, j'aime beaucoup cette image, par le mélange, comme par hasard, de l'eau et du vin. Il y a une très, très belle représentation dans le triptyque du bon gouvernement, peint par Lorenzetti à Sienne. Cette image est magnifique et c'est au cœur de la culture viticole italienne. C'est aussi une sage gestion du temps, la modération. On ne fait pas tout au même moment. Et c'est l'utilisation du sablier, qui souvent, dans les peintures italiennes, aussi représente celui qui apporte la modération. La modération, c'est aussi la capacité de garder son attention ouverte et curieuse pour faire des découvertes et pour prendre des embranchements, pour prendre des chemins de traverse. Et c'est bien sûr là en captation, en contradiction avec la captation du seul circuit stimulus-réponse, par exemple, comme on le voit dans les problèmes d'écran. Enfin, la modération, c'est la capacité platonicienne. Alors là, vous avez le droit de dormir, Platon, entre les plaisirs mélangés et les plaisirs purs. Mais quand même, pour ceux qui seraient intéressés par ça, c'est génial, les plaisirs mélangés et les plaisirs purs. Les uns sont précédés d'un manque et d'un besoin, on a besoin de les combler. Les autres, et donc ils ouvrent à une possibilité de perte de contrôle. Et les autres, ce sont ceux qui résultent de ces découvertes, de ces imprévus, de ces surprises de la vie. C'était le sel de la vie de Françoise Héritier. Une nouvelle, une découverte, une émotion musicale, la contemplation d'un paysage, le choc d'une œuvre d'art. Ces deuxièmes plaisirs, ils ne sont pas susceptibles d'un accroissement infini par un objet. Ce n'est pas un objet qui peut les faire accroître à l'infini, c'est la sensation qu'ils provoquent. Ils ne provoquent donc aucun manque. Ils perdurent au-delà de l'instant vécu par ce qu'on appelle le souvenir. On peut les revivre par souvenir, alors que les autres, il faut les revivre par répétition de la consommation. Et pourtant, ces objets, ces expériences-là, si on les mène bien, tout autant qu'avec des substances, ils peuvent nous provoquer ces ruptures intenses et extrêmes dont nous avons tous besoin. Ils peuvent nous sortir du principe de modération. Ils peuvent nous faire aller au-delà de nous-mêmes. Ils peuvent nous faire nous augmenter et ressentir autrement. C'est par exemple, il y a un très beau texte de Baldine Saint-Giron sur l'expérience esthétique, ce qu'on appelle le choc du sublime, ce dessaisissement du moi qui nous sort de l'ordinaire, le moment où la structure de la perception vole en éclats, laissant place au chaos, au sans-fond qu'évoquait Gilles Deleuze, c'est mon côté français, il faut que je fasse un peu une référence. La théorie de l'effondrement, le moment où on se met à vibrer parce qu'on ressent quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a une expérience esthétique qui, comme dit la phrase, nous emporte à l'extérieur de nous et réalise sans conséquences somatiques graves, le fameux « je est un autre » que l'on cherche parfois à l'infini dans les produits. Voilà, j'en ai fini. Pourquoi j'en ai fini ? Parce que ce plaisir-là, ne peut pas venir sur commande par un produit, ne peut venir que si on a fait ce travail d'éducation qui, petit à petit, a permis d'introduire la personne aussi à ces plaisirs-là. Non pas pour chasser les autres, mais pour dire « tu peux aussi avoir ces plaisirs-là ». Alors, si on devait réfléchir sur les addictions du futur, se dire que comme toutes les addictions, elles nous posent cet éternel problème d'un usage sans limite et de ses conséquences, elles nous mettent en face du risque de la perte de la liberté de s'abstenir. Effectivement, avec les objets tout-puissants de l'intelligence artificielle et des big data, c'est comme un peu avec l'évolution du climat. C'est la dernière étape avec laquelle il faut vraiment réfléchir. Après, il sera peut-être trop tard. Associer régulation de la rencontre des objets de formation et formation de soi, associer promotion de la santé et réduction des risques, associer éducation des personnes et régulation des marchandises, suffira-t-il pour que ce goût de l'intense, ces désirs de gloire, de plaisir, cette envie d'irrationnel qui sont le vif du désir d'augmentation et d'amélioration de soi, de dépassement des limites, ne se lient pas aux seuls objets ou comportements à risque que nous invente le marché insatiable? C'est ça la question des addictions du futur pour moi. Merci de votre attention.